Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons parler bien sûr de la situation en Ukraine. Nous allons parler avec des Québécois d'origine russe, d'une part, et d'origine ukrainienne. Et c'est assez fabuleux de voir comment les Russes là-bas, parce qu'ils parlent à des gens qu'ils connaissent là-bas, notamment des membres de leur famille, comment les gens là-bas ne sont pas informés de la même façon. Parce que les Russes n'ont aucune idée de ce qui se passe vraiment en Ukraine. En tout cas, ils ont la version poutinienne et elle ne correspond pas à la réalité, alors que les Ukrainiens du Québec qui parlent à leurs amis et leurs familles d'Ukraine, ils sont en mesure de constater que ça éclate là-bas, la tension est à son comble. On va essayer de tracer un portrait aussi de Vladimir Poutine, parce qu'actuellement, les services de renseignement américains se concentre à essayer de comprendre l'état mental de Poutine. Parce que ces décisions sont tellement improbables depuis le début de cette invasion-là qu'ils se demandent si il est déséquilibré par rapport à ce qu'il était autrefois ou si ce n'est pas une stratégie d'avoir l'air déséquilibré pour éventuellement à obtenir des gains de cause auprès de ses ennemis. Donc, nous parlerons du portrait psychologique de Vladimir Poutine. Mais avant toute chose, avec moi, Gilles Proulx et Frédéric Bérard pour analyser la situation. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Frédéric, comment tu vois ça, cette invasion et cette réaction internationale? Regarde, je pense que tu l'as dit et d'autres experts, des experts en témoigneront, mais clairement, Poutine a tous les traits d'un psychopathe qui est en mission actuellement. Tu disais qu'il y avait nécessairement de la fausse information qui circulait aussi en Russie, ce qui n'est pas surprenant. Hein? Chomsky disait que la propagande est à la démocratie, ce que la matraque est à la dictature. Je pense qu'on assiste clairement à un cas semblable. Et pour le reste, moi, ce qui me désole le plus dans tout ça, c'est de réaliser encore à nouveau, pas que c'était nécessaire, mais quand même, à quel point notre droit international est d'une inutilité absolue. C'est clair, net et précis que Poutine viole tout ce qui existe en matière de documentation internationale et on peut voir encore aujourd'hui que celui-ci ne sert absolument à rien à part les belles intentions, évidemment. Quand même, Gilles, c'est un peu facile de dire que c'est un psychopathe, là. Est-ce qu'il n'a pas pensé à son affaire? Parce que la version de certains analystes de droite aux États-Unis, c'est que les États-Unis ont tellement pataugé en Afghanistan et Biden a manqué son coup quand il a retiré les militaires. Et ça a donné un message implicite à Poutine de dire « Ah, t'as beau intervenir, tu vas voir que les Américains sont comme dépassés avec Biden, puis ils vont se laisser avoir. » Est-ce que c'est... quelle version tu vois là, la plus plausible là-dedans? C'est très juste. Les Américains ont eu leur leçon aussi au Vietnam, où la presse avait libre cours de couvrir l'événement, faire peur aux parents aux États-Unis qui avaient des enfants au Vietnam. On a eu notre leçon sur cette aération générale de la diffusion. On peut peut-être comprendre Poutine qui a décidé de resserrer un peu l'écran de la censure, mais c'est à cause justement de ces expériences malsaines qu'elles ont été, même pour Poutine, ou enfin Gorbatchev dans le temps, en Afghanistan, on a compris qu'à ouvrir les caméras puis à couvrir de mur à mur les événements, bien, ça créait un effet renversant. Mais on est tellement mêlés devant tout cet amoncellement de nouvelles contradictoires que j'ai l'impression, vu d'ici, moi je ne suis pas Nostradamus, mais j'ai l'impression que la Russie est en train de se punir elle-même. Quand tu penses que Gorbatchev, pas Gorbatchev, mais Poutine, qui était un gars plein d'éclats et de promesses au début de son mandat, on va mettre un terme à la PEG, on va restaurer la réputation, on va donner du muscle à notre pays pour qu'il puisse se discuter dans le monde. Bon, tout ça, ça a réussi pour un certain chemin, mais là, quand on voit l'Europe et ses meilleurs clients, l'Italie, la France et l'Allemagne, qui ne sont plus du tout en sympathie avec lui, quand on voit la Chine qui a une retenue, et calculée bien sûr, on s'aperçoit bien que le gars est en train de peut-être goûter à la médecine de Gorbatchev. Est-ce qu'on va le limoger? Ça reste à voir. Je ne suis pas Nostradamus, mais tout ce que je sais, c'est que je me demande si Poutine n'a pas encore une carte dans son chapeau ou un lapin dans son chapeau pour nous faire une surprise. Pour l'instant, je vois ça bien mal. Surtout avec ce qui est arrivé ce matin aux Nations unies, de voir tous ces diplomates sacrés de camp pendant l'Assemblée. C'est sûr que dans le temps du RSS, c'est évident, il y avait toujours le pacte de Varsovie pour appuyer et des pays éparses un peu partout sur le globe terrestre. Alors,
le pendant était plus équilibré. OK. Mais là, il est vraiment seul. Quand même, là, tu dis Poutine, dans le fond, est un peu dépassé. Mais Frédéric, est-ce qu'il n'est pas dépassé par la résistance ukrainienne d'abord? La résistance ukrainienne a entraîné une solidarité peut-être beaucoup plus forte que ce qu'on aurait pu anticiper en Europe et subséquemment à la grandeur de la planète. Donc, lui, il avait vu l'Afghanistan puis il s'était dit, regarde, c'est le Capharnaüm. Ils se renvoient à patate chaude, ils veulent pas combattre. Et puis là, ils s'en retournent n'importe comment, quitte à laisser les talibans envahir le pays autant qu'ils le veulent. Et là, ils se retrouvent devant un mur, mais le mur, il commence à se dresser avec les Ukrainiens. Je pense que les Ukrainiens ont inspiré les Européens qui ont inspiré les Américains. Là, tout le monde est inspiré par, d'abord, leur président, Zelensky, qui se tient là debout. Ils lui ont offert de se retourner ailleurs. Les États-Unis, ils lui ont offert de l'extirper de ce secteur-là, puis il a dit non, moi, j'ai pas besoin d'un chauffeur, pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armement. Alors, est-ce que cette solidarité-là, c'est ça qui dépasse finalement M. Poutine? Ben non, mais ça, c'est évident qu'il a sous-estimé la résistance ukrainienne. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a même des nouvelles, juste avant d'entrer en ondes, qui expliquaient que certains soldats russes, puis il y a plusieurs convergences à ce niveau-là, plusieurs soldats russes qui brisent eux-mêmes les réservoirs d'essence de leur tank pour se rendre, histoire de ne pas se faire tirer dessus. Donc ça, nécessairement, on s'entend bien que Poutine n'avait pas pensé que la résistance serait aussi puissante que ça. Maintenant, la question est la suivante. Quelle sera la réplique de Poutine à ce qui se passe présentement? C'est là que c'est inquiétant parce qu'un, il a menacé implicitement d'utiliser la bombe nucléaire, première des choses, et deuxièmement, les informations qui circulent actuellement, on verra si c'est vrai, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'on attaque directement les civils avec certaines bombes tactiques qui permettent l'empoisonnement, notamment de citoyens ukrainiens qui n'ont absolument rien demandé à personne, comme le reste d'ailleurs. Donc, si Poutine décide de persister dans cette espèce de folie pure qui est la sienne actuellement, c'est là que ça va devenir dangereux. Pour le reste, je suis d'accord avec Gilles. Évidemment qu'il est isolé. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il dit, OK, là, je vais pas reculer puis avoir l'info, je donne la dernière claque, ou il se dit, OK, c'est beau, oubliez ça, j'ai rien dit, on n'en parle plus puis on reste chumé. Alors, Gilles, est-ce que c'est dangereux? Parce que c'est vrai, arrive ce mur devant Poutine. Ce que Frédéric dit, c'est s'il perdait la face, peut-être qu'il se fâcherait puis qu'il pourrait utiliser l'arme nucléaire. Et j'ai vu ton air dubitatif. Donc, tu ne crois pas qu'il pourrait prendre la bombe atomique? Non, je ne crois pas. Ce serait impossible. Et pour le restant de l'histoire de son existence à lui et de son propre pays, il met de la pression, évidemment. J'ai des grosses armes, vous savez. Mais il ne faut pas oublier que les Ukrainiens ont été vraiment entraînés par l'histoire à être tiraillés et malmenés. Les communistes, dès le début, l'avaient malmené sous Staline. Et par la suite, quand Adolf Hitler est rentré dans leur pays, les pauvres Ukrainiens naïfs ont accueilli Adolf Hitler comme un libérateur et il les a vus, il les a traités comme des moins que rien. Alors, les leçons de l'histoire ont peut-être inculqué cette agressivité, cette combativité qui est quand même exemplaire. Mais c'est bien beau de dire l'Ukraine est un petit pays, puis capable, puis il se défend bien, mais il demeure quand même une souris blanche devant un tigre, là. Les représailles économiques sont importantes, jamais aussi importantes dans l'histoire de l'humanité. Là, il y a cette espèce d'association de toutes les forces économiques de l'Occident qui vont bloquer l'économie de Poutine, l'économie russe. Est-ce que tu redoutes, Frédéric, que ce sera éventuellement la population russe qui va écouter? Hein? Déjà, ils ont plus accès à leur Google, ils ont plus accès à certains comptes bancaires. C'est compliqué, là. Tout est compliqué dans leur vie quotidienne. Est-ce que tu ne crains pas que ce soit plus facile pour Poutine de craquer une population de mauvaise humeur parce qu'elle sera privée de son bien-être? Ce sera facile pour lui de dire c'est à la faute de l'Occident puis de les craquer pour que ce sentiment guerrier soit répandu à la société russe. Bien, ce que tu dis là est vraiment, vraiment important à mon sens parce que, à titre personnel, j'avais sous-estimé l'ampleur des représailles économiques. Je savais qu'on essaierait de frapper, mais je ne penserais pas qu'on réussirait à frapper si fort que ça, notamment d'un point de vue banquier, d'un point de vue bancaire. Et là, c'est certain que les chums de Poutine, il y a plusieurs oligarques là-dedans, il y a plusieurs bons, il y a plusieurs archi-milliardaires qui vont dire « Écoute, j'espère que tu es sûr de ton coup, là,
parce que regarde la bourse, regarde ce qui se passe avec nos banques, regarde ce qui est en train de se passer avec nos économies. Il va falloir que ça bouge puis que ça bouge vite. Et là, ça revient au point que je soulevais tout à l'heure. Est-ce que de ce fait-là, il va vouloir peut-être pas la bombe atomique? Je suis assez d'accord avec Gilles. Je pense que c'est une possibilité, mais qui est peut-être infime. Le reste, par contre, c'est qu'il y a des missiles au-delà de l'atomique qui pourraient être utilisés justement pour dire à ses chums, inquiétez-vous pas, je m'en charge, on contrôle l'Ukraine d'ici 10 jours, on n'en parle plus. Puis pour le reste, c'est pour terminer, comme tu disais, Denis, pour la population, bien, c'est certain que c'est toujours les civils, ultimement, qui paient le prix d'une guerre, que ce soit d'un point de vue perte de vie, blessés ou d'un point de vue économique. Et dans ce cas-ci, on n'y échappera pas. Mais est-ce que ceci va se retourner contre Poutine ou va plutôt lui donner des munitions pour poursuivre sa guérilla? C'est ça qui reste à voir. Qu'il ait fait allusion à l'utilisation possible de missiles nucléaires, Gilles, quand même, ça montre peut-être, parce que certains ont dit, ça montre qu'il a comme paniqué. Il pensait qu'il allait prendre l'Ukraine en une journée et demie, et là, ça s'étire, puis il voit cette résistance-là, et c'est pour ça qu'il doit sortir la menace nucléaire. Là. Ben, en tout cas, il y a peut-être un lapin dans son chapeau. Il reste encore quelques jours, quelques heures à savoir. Mais il y a demain pas moins que la menace nucléaire, là, c'est un peu une tactique syndicale de négociation. Frédéric, crois-tu à ça, toi? Je vais casser tes équipements. Tu sais, crois-tu à... Gilles, ça fait 2 fois qu'il me dit qu'il ne croit pas à la menace nucléaire. Là. Y crois-tu ou pas, toi? Évidemment, le jeu de la menace nucléaire, là, c'est le jeu de celui qui pisse le plus loin. La réalité, c'est que, je le répète, Poutine, ce gars-là, il n'est pas bien, là. Regardez les dernières photos, il discute avec sa garde rapprochée. La table est à peu près un demi-kilomètre plus loin. Il n'a pas l'air à filer fort. Et est-ce qu'il pourrait procéder ou, comme tu disais tout à l'heure, il joue au fou pour inquiéter la communauté internationale? Ça se peut. Je veux dire, je ne suis pas psychiatre, mais reste que dans tous les cas, de savoir qu'un gars comme ça a accès à la bombe nucléaire au moment où on se parle, j'aimerais ça être positif et dire non, c'est du bluff, mais j'ai de la misère à croire que ça peut l'être. Mais Gilles, il y a des gens qui le craignent et tu te souviens, toi, féru d'histoire, que la crise des missiles à Cuba, les gens avaient peur que la planète explose. Est-ce qu'on a atteint ce niveau d'intensité-là ou c'est un peu moins fort que ça l'était à l'époque? Je croirais que Khrouchtchev était un meilleur comédien. Il faisait des sparages un peu partout sur les grandes tribunes aux Nations unies, il faisait peur au monde. C'était tout nouveau. Il venait d'avoir des succès avec la conquête de l'espace, les Spoutnik. Alors, il s'était fait une réputation. Et la deuxième armée qui a aussi des armes nucléaires ou atomiques dans le temps. Alors, il a fait du bluff. Il a bien joué son jeu en exigeant à Kennedy d'enlever aussi ses missiles aux orteils de la Russie à la hauteur de la Turquie. Mais moi, quand on me parle de la censure, puis les Russes ne savent pas, comment m'expliquer qu'il y a autant de Russes un peu partout dans les grandes villes de ce pays qui descendent dans la rue, font face à la brutalité, si ce n'est pas dû au fait qu'ils ne sont pas renseignés? J'en doute beaucoup. Moi, je pense que le péché qu'a commis Poutine, c'est d'avoir bousculé beaucoup trop vite et d'avoir procédé trop rapidement en déblayant devant soi des gens qui étaient des éléments valables avec lesquels on aurait pu récupérer l'Ukraine par des investissements, par des ententes. On aurait pu, je pense, récupérer par la séduction l'Ukraine. OK, on a le temps pour y aller rapidement quand même. Un mot sur ce qui se passe au pays. Mâchuré, c'est fini. Il n'y a plus d'enquête Mâchuré. Donc, la voie est ouverte pour Jean Charest. Penses-tu qu'il pourra donc devenir chef des conservateurs, Frédéric? Parce que, monsieur, disons que la droite de l'Ouest ne veut pas trop le voir là. Il y a Gérard Deltel qui a donné son appui au Québec, mais disons que de façon générale, les gens de l'Ouest ne sont pas trop sympathiques à Charest. Alors, tu le vois comment là-dedans? Bien, premièrement, pour m'assurer, moi, je pense que c'était la chose à faire. Dans un État de droit, quand ça fait 10 ans que tu enquêtes, si tu n'as rien trouvé, bien, tu n'as rien trouvé. Puis comme le veut le proverbe, quand on... c'est quoi donc déjà quand qu'on accuse ou qu'on s'excuse? Bien, dans ce cas-ci, je pense qu'on est dans le cas des excuses. Et pour revenir à la chefferie, moi, j'ai bien compris qu'un gars qui s'appelle Stephen Harper, qui emmène encore drôlement large dans ce parti-là, qui n'a plus rien à voir avec celui de Brian Mulroney, a décidé que Jean Charest ne serait jamais chef de son ancien parti ou de son parti actuel. Il avait même démissionné d'un comité stratégique du Parti conservateur à la dernière campagne au leadership
pour mettre les bâtons dans les roues de Charest, qui avait convaincu celui-ci de ne pas y aller. Je ne vois pas qu'est-ce qui a changé depuis, surtout qu'avec Poilievre et ce qui se passe avec les camionneurs et ainsi de suite, ce parti-là a encore glissé davantage vers la droite, au point de sacrer un gars comme Aaron O'Toole dehors, qui était considéré comme trop rouge pour eux. OK, Gilles, en conclusion là-dessus. Bien, moi, je pense que le Parti conservateur se doit déguiser ses couteaux, d'en profiter, se frotter les mains parce que Jean Charest va y aller. Il va rallier parce que ce qui était vrai hier ne l'est pas nécessairement aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que les candidats un peu plus extrémistes qui ont la tape sur l'épaule de la part de Stephen Harper, bien, c'est la privation d'un vote au Québec et en Ontario. Alors, au contraire, moi, je pense que Charest est capable de rallier par sa personnalité et son expérience très vaste. Frédéric, 10 secondes. Moi, je te parie notre prochaine bière, Gilles, que Jean Charest ne sera jamais chef du Parti conservateur. Je te parie une bière. OK, les paris sont faits. Merci à vous deux. Restez là au retour. On va recevoir des gens d'origine ukrainienne qui demeurent au Québec, qui ont de la famille en Russie et en Ukraine. Et quand on parle de diversité de points de vue et comment l'information n'est pas la même d'un point à l'autre, on en parle au retour après la pause.